Bonjour à tous. Merci à l'ARS de nous accueillir, en tout cas pour cette présentation. C'était un projet de l'EPSM, donc Sud-Bretagne, le centre hospitalier Charcot. Donc aujourd'hui, donc moi je suis Madame Kialec Fortin, je suis cadre de santé donc sur un CMP hôpital de jour à TTP sur le territoire d'Hennebon et Port-Louis, donc sur le territoire de Lorient. Le docteur Gay, qui est donc le médecin-chef sur le territoire donc, de Lorient pour les CMP et les CATTP. Monsieur Le Chenadet, qui est infirmier sur le CMP Blanqui à Lorient. Et Madame Jaouen, donc, qui est IPA, infirmière en pratique avancée, donc en psychiatrie sur le CMP d'Hennebon, Port-Louis, Plouay. Alors, ouais. Alors, la présentation d'aujourd'hui concerne donc le dispositif avancé en santé mentale, DASM. Puis, en fait, on est parti sur le principe de répondre à des appels à projets et on travaille surtout beaucoup, a été mis en avant par le docteur Hurtin, justement dans le cadre du CPTS et aussi dans le cadre d'un FIOP, donc le Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie. Et donc, ces appels à projets, dans un intérêt aussi vraiment pour les patients, à savoir la proximité, où là, on a mis vraiment l'accent d'être au plus près des patients, mais surtout aussi répondre à un appel à projet ville-hôpital. Ville-hôpital, mettant en avant aussi quand même le travail de coordination partenariale aussi avec les médecins généralistes. Et on s'est aperçu quand même dans nos pratiques que beaucoup les patients ont du mal à faire le premier pas sur la psychiatrie. La psychiatrie est quand même, on va dire, assez tabou dans la population. Quand même, c'est la psychiatrie fait peur, la psychiatrie engendre des préjugés sur, on va dire, entre guillemets, je mets vraiment entre guillemets sur la folie. Et ça, pour les patients, c'est vraiment machine arrière pour eux, on va dire comme ça. Et c'est vrai que pour eux, le fait qu'on mette en place une proximité euh, en lien avec la médecine générale, donc le premier projet a été en 2022, mais on rentrera plus dans les détails par la suite. Laurence nous expliquera tout ça, mais ça a été vraiment de dire, donner la possibilité aux patients de d'avoir une autre image de la psychiatrie, mais de répondre surtout pour nous à des attentes, à des besoins en santé mentale. Là, on est vraiment en santé mentale et plus dans la psychiatrie. Donc, au niveau de notre établissement, succinctement, donc, on est un petit établissement sur le territoire donc, de Lorient, de 216 lits, avec 50 lits pour en long séjour, 193 places en ambulatoire, et on a 21 lieux de prise en soins. Donc, on a une file active à peu près de 12 283 patients, avec une prise en charge, ça c'est la prise en charge en 2024, dont près de 84% en ambulatoire. Donc, l'établissement vraiment a axé vraiment l'essentiel de ces prises en charge sur l'ambulatoire. Vraiment, l'objectif aussi étant d'éviter au maximum l'hospitalisation. Le contexte du projet. Donc, c'est vrai que la feuille de route, donc, on a tenu compte de la feuille de route nationale en psychiatrie et santé mentale donc, en 2018 et encourager donc, la coordination, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, entre la médecine générale et la psychiatrie. Il y a eu aussi un travail de fait avec le PTSM. Donc, au niveau du PTSM du Morbihan, donc, situation de non-recours aux soins psychiatriques. Et ce qui a été évalué aussi, c'est le risque majoré de certaines pathologies dans des populations donc, vivant avec des troubles psychiatriques. Toujours dans le contexte, le diagnostic donc, de l'EPSM Sud-Bretagne, impact de la crise Covid. Alors ça, il y a eu, c'est vrai que la crise Covid a eu quand même un impact très conséquent sur la santé mentale, surtout auprès des jeunes. Et ça, on a fait des constats assez importants, avec une augmentation quand même importante de notre file active au sein des CMP, 50% entre 2020 et 2024, de plus de ce qu'on avait déjà sur tout le territoire de l'Orient. Projet de pôle en psychiatrie adulte aussi, promotion de l'aller vers et l'accès pour tous aux dispositifs de soins. Et bien, il a été mis en place aussi par l'établissement
aussi, c'est l'arrivée des IPA. Donc, l'établissement a fait le choix de former 4 IPA sur notre établissement, et donc qui est un plus, un bénéfice. Et aussi, on est toujours dans la coordination avec les médecins, IPA, infirmiers et tout professionnel de notre établissement. Les psychologues, entre autres, il ne faut pas non plus les oublier. Donc, il y a vraiment un souhait donc, de partager avec les professionnels de santé libéraux aussi et de conforter notre collaboration et la coordination sur le territoire. Donc, la mise en œuvre de ce projet, je vais laisser la parole à Laurence et à Arnaud. Alors concrètement, donc la mise en place de ce projet, donc une expérience donc initiée d'abord en 2022 à l'initiative du CMP du territoire d'Hennebont, donc dans le projet de territoire de santé mentale 56, avec la mise en place de consultations avancées infirmières et infirmières en pratique avancée. Et donc, en 2022, des consultations sur la maison de santé de la ville de Kervignac. Ensuite, donc un an plus tard, en juin 2023, a été mis en place des consultations sur une deuxième structure, sur le centre de santé communautaire Stéthoscope à Hennebont, et aussi avec, sur cette structure, la participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire mensuelles. Et en mai 2024, déploiement des consultations sur l'ensemble du territoire de Lorient dans le cadre du Fonds d'innovation et d'organisation de la psychiatrie 2023. Donc, pour ce faire, différentes étapes pour que ce dispositif puisse être mis en œuvre concrètement. D'abord a été recensé l'ensemble des cabinets médicaux, des maisons de santé et centres de santé du territoire. Des courriers expliquant le dispositif ont été adressés à tous ces professionnels, maisons de santé, cabinets médicaux du territoire. Si nous n'obtenions pas de réponse, donc nous les avons relancés par téléphone ou par mail. Ensuite, pour les professionnels intéressés, nous avons organisé des rencontres sur les cabinets médicaux ou les maisons de santé. Et enfin, pour les cabinets volontaires, une convention a été mise en place et l'inclusion dans le dispositif des cabinets médicaux et maisons de santé. Alors, l'organisation des consultations, donc ce sont des consultations infirmières et IPA au sein des maisons de santé ou des cabinets de santé, donc qui consiste à une évaluation clinique de la personne. Donc, le patient est orienté par le médecin. Et puis après, bon voilà, ce sont des demi-journées de consultation tous les 15 jours en alternance sur les différentes structures. On évalue et on oriente. On peut faire 2-3 consultations de suivi. Donc ce sont des crises psychopathologiques, psychotraumatiques parfois, psychosociales. On fait de la prévention, psychoéducation. Et puis on soutient les professionnels libéraux, donc que ce soit pour les personnes qui nous sont orientées, mais aussi pour des personnes parfois qu'on a en suivi commun. Donc voilà, ce sont des temps d'échange aussi avec les professionnels de santé. Le déploiement actuel, donc vous voyez, au départ, c'était deux structures et puis, finalement, ça s'est étendu, à tout l'ensemble du territoire, quasiment. Donc voilà, il y a encore des perspectives de déploiement, qui sont envisagées, sur les mois à venir.
Donc après, il y a eu certaines maisons de santé qui ont été tout de suite partantes pour le projet, d'autres un petit peu moins pour des différentes raisons, hein, soit parce qu'ils n'avaient pas de locaux à mettre à disposition, hein, tout simplement, parce qu'il faut du coup libérer un bureau pour nous accueillir, ou alors parce que voilà, il y avait aussi des questions d'ordre un peu financière, puisque voilà, on met à disposition du temps des professionnels de l'EPSM, mais pas, voilà, c'est pas financé pour autant. Donc voilà, des petites réticences ou aussi accueillir des IPA pour certains. Alors, le dispositif, le DASM, en quoi est-ce qu'il répond à la question de la pertinence des soins? Alors, on reprend du coup les propos de Monsieur Hutin. La bonne intervention de santé, eh bien, parce que cela permet une collaboration ville-hôpital. On participe aussi au staff pluriprofessionnel, donc voilà, hein, ce qui facilite les transmissions d'informations. Cela permet une meilleure coordination du parcours de soins du patient, hein, pour cette raison-là. Et l'idée, c'est d'éviter le surrecours au CMP, hein, où on a vu il y a voilà, une croissance des demandes. Donc, on est là pour faire aussi de la prévention et intervenir en amont. Au bon moment, parce que c'est un accès rapide à un professionnel de santé, spécialisé, on va dire. On fait du dépistage précoce. On évite le sous-recours, donc là, on va chercher effectivement les patients qui n'auraient pas, été d'emblée, consultés, au CMP. Et puis, on essaie de diminuer les délais d'attente, puisqu'au vu de la file active qui augmente, eh bien, les délais d'attente sont de plus en plus longs. Pour le bon patient, eh bien, parce que c'est une intervention qui est plutôt ciblée, hein, c'est le médecin traitant qui évalue la nécessité du patient, à bénéficier d'une consultation, spécialisée. Une consultation qui est accessible pour toute personne, hein, qui a un médecin traitant. Pour le coup, il faut qu'il ait quand même un médecin traitant. Et puis un accès donc aux soins spécialisés comme on le disait. Au bon endroit, alors ça c'est vraiment la plus-value, c'est de pouvoir, être dans un lieu neutre, du coup, ce qui déstigmatise le soin en psychiatrie ou en santé mentale. On voit bien que les personnes, voilà, c'est plus facile pour elles d'aller dans ce lieu qui est neutre. Ça permet aussi, de fluidifier, l'accès aux soins, hein, pour les personnes qui présentent des troubles psychiques et développer l'interconnaissance avec, les professionnels, libéraux, les professionnels de ville. C'est la même chose. Tac, et ensuite je passe la parole au docteur Gay. Nous, on avait une vidéo à vous montrer. C'est un outil, c'est un avantage pour notre cabinet, je pense, pour les patients. De par le système en lui-même, je dirais, c'est une proximité qu'en médecine générale libérale, on n'a pas forcément avec les suivis psy pour psychologique ou psy pour psychiatrique. De toute façon, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est très difficile actuellement de se tourner vers des professionnels. Donc forcément, travailler ensemble, avoir une équipe qui vient au sein du cabinet, c'est forcément une facilité pour nous dans le travail et pour les patients aussi, forcément. Il y a d'autres intérêts que cette rapidité pour avoir des rendez-vous. L'autre intérêt aussi, c'est les consultations, le suivi avec les infirmiers psy ou bien l'IPA, parce qu'il y a une IPA également dans le système, dans le système. C'est le fait que ça se passe au sein de notre cabinet et du coup aussi ça lève des freins que peuvent avoir certains patients d'aller dans à Lorient ça s'appelle Blanqui, le service, le CMP. Bon, il n'y a pas le frein d'aller là-bas où ça peut lever quelques petites craintes des patients. C'était un médecin avec qui on intervient du coup dans le DASM, qui fait un retour plutôt positif. Et puis on a aussi des courriers, je peux en lire un qui explique aussi la satisfaction
des médecins généralistes. Donc là, c'est le docteur De Golmar, qui est médecin généraliste à la maison de santé de Languidic. Donc, il décrit un retour d'expérience qui est très positif. Alors, il l'a détaillé en expliquant qu'il y a une facilitation de l'accès aux soins psychiatriques. Il précise notamment lorsque les thérapeutiques de première intention sont en échec, donc quand ils ont essayé 1, 2, parfois 3 traitements antidépresseurs et qu'il y a nécessité d'une orientation, d'une évaluation clinique et d'une évaluation thérapeutique, c'est très facile pour eux. Et lorsque le suivi en structure psychiatrique, donc pour aller vers le CMP ou pour aller sur le PSM, est impossible ou rendu difficile, soit par des problématiques sociales ou parce que le patient tout bonnement refuse d'y aller, ça a facilité l'accès aux soins psychiatriques. Ils insistent aussi pour préciser qu'il y a que ça favorise la prévention et le repérage précoce, avec une dédramatisation de la situation psychique du patient pour lequel il sollicite un avis. Ça permet aussi d'éviter, d'après eux, des surmédicamentations ou des déplacements contraignants pour le patient en CMP ou sur le PSM. Le fait d'être en partenariat avec nous aussi, ça leur permet de réorienter de manière très facile, soit vers les urgences, soit vers le CMP, soit carrément sur l'hospitalisation pour les cas les plus difficiles. Ils décrivent aussi une amélioration de la prise en charge globale avec une meilleure coordination entre les différents professionnels. Donc via le réseau psychiatrique de l'EPSM, du CMP, et puis aussi de ce que peut transmettre les infirmières en psychiatrie et les IPA. La coordination est améliorée et le fléchage des patients est facilité, ce qui leur permet de se saisir plus facilement des aides disponibles. Il précise qu'il y a aussi des comptes rendus de consultation qui sont rédigés par les infirmiers ou par les IPA et qui vont directement sur leur boîte mail sécurisée. Donc, ils ont trouvé ça très pratique. Ça leur permet d'avoir toutes les informations suite à la consultation et d'avoir le point de vue professionnel et non pas que celui du patient qui peut être rapporté ensuite quand il les revoit en consultation. Ensuite, le fait que les infirmiers et les IPA soient dans leurs locaux, ça leur permet aussi d'échanger sur les temps du midi, sur des temps informels, sur les patients, sur l'organisation des soins en psychiatrie. Et puis pour les cas difficiles qui nous ont adressés, soit en hôpital de jour, soit en hospitalisation temps plein, ça leur permet d'avoir des nouvelles très rapides puisque l'infirmière, l'IPA, eux, ont accès à notre logiciel patient psychiatrique. Ils relèvent d'autres éléments positifs. Pour eux, il y a une part non négligeable de charge de travail en moins, surtout dans l'adressage des patients, le fléchage et la relance de leur prise en charge. Il y a une diminution pour certains patients du nombre de consultations de médecine générale concernant la santé psychique et une facilité d'organisation via le partage du logiciel professionnel et le partage du planning qui permet d'accrocher le patient durant une consultation, c'est-à-dire qu'il sort avec un rendez-vous avec une infirmière en psychiatrie ou en IPA. Donc, en conclusion, pour eux, c'est une expérience très positive, tant pour la prise en charge des patients que pour le confort des médecins. Et ils ont demandé d'ailleurs pour cette maison de santé une augmentation du nombre de demi-journées de consultation. Alors, pour poursuivre on a fait un bilan d'activité de 2024. Donc, le retour des professionnels, donc nous, de l'EPSM qui allons sur ces maisons de santé, on trouve que ça améliore la fluidité du parcours de soins du patient, une meilleure interconnaissance, du coup, d'être à proximité des professionnels libéraux. La population suivie, alors on a quelques questionnaires de satisfaction qui nous ont été remis, mais on n'a pas encore l'exhaustivité. On se questionne peut-être sur des questionnaires aussi dématérialisés pour prochainement. Voilà, en tout cas, il faut qu'on puisse évaluer en tout cas les retours des patients. Le bilan d'activité, donc sur 2024 en tout cas, nous avons vu 186 patients. Alors le dispositif a démarré au milieu d'année, donc c'est pour ça que vous voyez que la file active a augmenté forcément à ce moment-là. On n'intervenait que sur 2 structures auparavant. Les motifs des demandes, c'est surtout l'évaluation clinique et évaluation, instauration de traitement. Et il y a peu finalement de patients qui étaient connus du CMP, ce sont les reprises de suivi, 5%. Et donc aussi des avis et conseils, ça c'est lors des staffs par exemple, les réunions de concertation où on donne des avis sans voir le patient, ça peut arriver. Les orientations des patients, alors vers qui on oriente les patients qu'on voit? Soit on les revoit sur les maisons de santé, poursuite du suivi à la maison de santé, vous voyez.
soit possiblement vers des psycho-libéraux. Et ensuite, ce sont tous les dispositifs que nous, on dispose sur l'établissement. Donc, c'est vraiment un réseau que nous, on connaît, hein, que les libéraux ne connaissent pas forcément. Donc, on a des équipes un peu spécialisées. Donc, on oriente forcément, nous, vers notre réseau et vers les CMP. Donc là, on voit il y a pas mal de réorientation, hein, vers le CMP. Aussi parce qu'il y avait des patients qui étaient déjà suivis sur nos CMP et du coup, ils entrent dans cette file active-là. Et aussi parce qu'on était plusieurs intervenants à intervenir, voilà, sur la même maison de santé et du coup, on les revoyait plutôt au CMP plutôt que sur la maison de santé. Donc ce qui créait finalement, un surrecours. Donc on est vigilant, on a réorganisé les choses pour éviter de ramener les patients trop vers le CMP. Voilà. Donc, est-ce que les patients étaient connus du CMP? Non, en majorité. On a peu sollicité aussi d'avis psychiatriques, hein, vous voyez, 87% on n'a pas eu besoin d'avis du médecin psychiatre. Et puis voilà, donc en conclusion, je pense qu'on arrive dans la fin du temps. Au vu de la première expérimentation, comme on vous disait, qui était plutôt positive, on a obtenu, donc l'établissement a obtenu le financement FIOP, hein, qui permet de déployer sur l'ensemble du territoire lorientais. Qui permet, voilà, on espère de poursuivre le déploiement sur l'ensemble du territoire, hein. Puis il y a encore des maisons de santé qu'on envisage d'entrer dans le dispositif. On participe de plus en plus à des réunions de concertation pluriprofessionnelles, donc on voit que c'est bénéfique de pouvoir échanger de cette façon-là. Et puis donc le bilan est globalement positif avec un accès aux soins qui est facilité, la déstigmatisation qui est pas négligeable. Ça fluidifie les échanges avec les médecins, généralistes. Notre point de vigilance, c'est d'éviter le surrecours au CMP, hein, au vu déjà de la file active qui est importante. Et donc la perspective, ben, c'est de pérenniser le dispositif puisque ce n'est pas, pour le moment un budget pérenne. 3 ans. Merci. Alors, il y aura sans doute des questions et on aura un échange. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Voilà, on peut les applaudir en effet. Je, je- ah, je vais vous proposer, ça tombe bien, on a beaucoup de chaises, si vous le voulez bien, de rester avec nous sur scène. On va enchaîner avec la présentation de Madame Patricia Quélec. Non, décidément. Non, non. Avec Madame Valérie Bertrand, infirmière libérale et secrétaire générale de la CPTS Dorée, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est bien cela. Et qui va nous parler d'un parcours plaie et cicatrisation qui, à nouveau, va mettre l'accent sur les enjeux de la pertinence des soins au travers des parcours. Et au terme de la présentation, nous pourrons prendre un temps d'échange avec la salle, de questions et de réponses autour de ces enjeux de pertinence sur les parcours. Voilà, Madame Bertrand, on vous écoute pour voir si on vous entend bien. Je vous en prie. Alors, oui, donc Valérie Bertrand, vous m'avez bien présenté. Vous m'entendez là? C'est parfait, merci. Très bien. Alors, par contre, j'ai l'impression que j'ai un souci pour partager mon écran. Je ne sais pas comment faire. J'ai rempli les autorisations, mais je ne sais pas. Alors, si vous pouvez m'aiguiller sur la manip à faire. On va prendre la main pour faire la diffusion depuis. Voilà, je pense Ouais, va. je pense que ça sera mieux. Exactement. Donc, c'est pas celui-là. Alors, pour info, les pros, on est très à l'aise avec Zoom, un petit peu moins avec Teams, et plus institutionnel, mais du coup, voilà.
avait une, par étape, enfin, Alors, je vais faire court. J'ai entendu dans les... Donc, Cécile Partant, je suis pharmacien vice-présidente de la CME à Quimper avec Pascal. Dans votre intervention, j'ai entendu que les freins au niveau de l'installation de ces infirmiers psy ou IPA au niveau des cabinets étaient, bon, dans un premier temps, les IPA. Ce n'est pas là-dessus que je veux revenir, mais il y avait aussi les modalités de financement, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre modèle de financement de ces infirmières, donc infirmiers, infirmières, IPA, qui, si j'ai bien compris, sont issus des personnels de l'EPSM dans ces cabinets? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'est combien en moyenne vous voyez de patients par demi-journée au niveau de ces structures? Merci. Celui-ci va mieux marcher. Alors, les réticences que nous avons eues avec certains, parce que là, l'exemple qu'a cité le docteur Gay, ça concernait donc une maison de santé, donc ça concernait donc 8 médecins. Il faut savoir que c'est une maison de santé à 8 médecins. Par contre, d'autres cabinets donc sollicitaient en fait plus l'établissement, considérant, parce que nous, on est parti sur le principe, sur ce projet, qu'on partait sur, on rend un service, c'est-à-dire on met à disposition des soignants, toute une équipe de l'EPSM au bénéfice de la patientèle des médecins libéraux. Certains, donc une majorité l'ont entendu, d'autres ont mis en avant, c'est une obligation de l'ARS, on a eu des discours, bon, il n'y a pas de financement, ils nous ont demandé de financer le temps secrétarial, l'électricité, le bureau. Enfin, à un moment donné, si vous voulez, on a dit non, quoi. On a dit non parce que là, on met à disposition quand même du temps infirmier, qui a quand même, qui a un coût quand même aussi pour l'établissement, même s'il y a eu des aides financières de l'ARS dans le cadre du FIOP. C'est le FIOP qui a permis d'avoir 2 ETP infirmiers, mais 2 ETP infirmiers, en effet, dispatchés sur tout le territoire. Donc, il a fallu qu'on revoie quand même toute l'organisation. On est parti sur une demi-journée, mais malgré une demi-journée par semaine, certains disent non. Voilà. C'est si l'établissement refusait de financer ce que j'ai dit précédemment. Donc voilà, c'était non. Voilà. Ils considéraient que c'était nous qui étions demandeurs, alors que nous, on n'est pas demandeurs. Nous, on n'était pas du tout demandeurs. Nous, on pouvait très bien rester sur le CMP. On reste au sein entre nous. Le patient, il vient, c'est bien. Il vient pas, tant pis. Mais on n'est pas du tout parti là-dessus. C'est plutôt dire, non, là, pour le patient, comment faire venir le patient? Parce qu'on sait que malheureusement, des patients, on les voit bien après, quand malheureusement l'état psychique est déjà très avancé. Donc là, c'était vraiment un travail de prévention. Oui, tout à fait. Merci pour ces éléments de réponse. Madame Bertrand, est-ce que vous nous entendez? Mettez votre micro. Oui, je vous entends bien. Super. Donc, on a trouvé une solution pour projeter en salle. Vous devez voir le support, je pense. Oui. Voilà. Donc, on va pouvoir faire diffuser le support au gré de votre propos. N'hésitez pas à formuler vos indications. Très bien. Donc la CPTS du Pays Doré regroupe 23 communes voilà, qui peuvent s'étendre aujourd'hui sur Belle-Île, Quiberon. On intègre au fur et à mesure les professionnels qui viennent vers nous. Donc le projet ALRES CICAT, en fait, c'est d'optimiser l'articulation des professionnels de santé du territoire spécialisés en plaie et cicatrisation, puisque c'est un vrai
c'est un vrai sujet, hein, la plaie et la cicatrisation. Et donc, c'est pour réduire le temps d'errance diagnostique, trouver le bon interlocuteur pour la plaie et du coup réduire le temps de prise en charge avec les examens adaptés, les matériaux adaptés. Et voilà, attendez, je vais me mettre moi en diaporama, plus facile pour moi en plein écran. Voilà. Et le rôle de la CPTS, c'est d'être facilitateur dans ce parcours-là. Donc, ce projet, il est pour tous les professionnels de santé libéraux, donc le médecin traitant, l'infirmier et le pharmacien, qui se retrouvent en difficulté dans la prise en charge d'un patient porteur de plaies aiguës ou chroniques. Donc dans un premier temps, on a référencé les différents professionnels de santé en lien et formés à la prise en charge de la plaie. En ce qui concerne les infirmiers, on a recensé les infirmiers titulaires d'un DU plaie et cicatrisation pour en faire un petit peu les références sur notre territoire. D'autre part, nous avons l'hôpital de proximité du Pratel, donc l'hôpital d'Auray, qui a aussi une consultation plaie. Et on est en lien avec le centre expert plaie du 56, donc la clinique des Augustines. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, les plaies, c'est un vrai budget pour l'assurance maladie, hein, puisque on a, bon, j'ai pas les chiffres, hein, mais la caisse peut nous les donner. En tout cas, ça a nécessité un groupe de travail régional sur ce sujet, parce que il y a des plaies qui, par un défaut de prise en charge rapide, s'aggravent et du coup nécessitent un coût humain et matériel plus important. Donc, l'idée, c'est d'apporter aux équipes soignantes une expertise par l'intermédiaire de référents experts au domicile du patient et en facilitant l'accès aux examens complémentaires. Donc, par exemple, les angiologues ont ouvert des créneaux pour que l'on puisse avoir accès rapidement à un Doppler. Et l'idée, c'est d'acculturer les infirmiers donc de ville à des nouvelles règles de nomenclature, entre autres le bilan de plaie, à l'utilisation des dispositifs médicaux et à l'utilisation de la télémédecine. Donc, comme je vous disais, hein, le but, c'est de réduire aussi le coût de prise en charge et puis d'améliorer la qualité de vie du patient. Optimisation de la prise en charge permettra de réduire les temps de soins et la consommation de dispositifs médicaux. La réalisation d'un examen clinique adapté à domicile réduira les prescriptions d'examens inutiles et l'apport d'expertise à domicile réduira les coûts de transport et permettra un impact positif aussi sur l'écologie. Et souvent, ce que nous rapportait le médecin spécialiste du centre expert, c'est que pour certains patients, les transports étaient délétères puisque après, ils étaient très fatigués, ils arrivaient... le transport avait été compliqué, donc nausées, vomissements, et bon, voilà. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on envisage, c'est effectivement de limiter ces déplacements et de pouvoir utiliser les techniques qu'on peut utiliser aujourd'hui et qui sont utilisables dans notre nomenclature. Donc voilà l'impact psychologique chez le patient, donc réduire les contraintes de soins, donc là c'est ce que je viens de vous évoquer, rassurer en accompagnant leurs professionnels de soins et éduquer pour prévenir les récidives. Donc nous avons sur notre territoire recensé les titulaires du DU plaie et cicatrisation. Comme je vous le disais, donc il deviendra référent dans un secteur du territoire. Et en fait, donc on a mis en relation ces référents avec les différents acteurs de structures.
Et donc, l'idée, c'est effectivement que les référents puissent aller à la rencontre des professionnels de la plaie de structure pour pouvoir fluidifier et pouvoir en parler aux patients aussi. Donc, les référents DU ont déjà été sur la consultation plaie du centre expert et ont aussi eu une demi-journée dans le service plaie de ce même centre expert. Et donc, l'idée, c'est de faire la même chose avec le Pratel, qui a ouvert sa consultation dernièrement. Ensuite, c'est la formation des acteurs au partage de dossiers sécurisés pour une meilleure coordination et une collaboration. Et entre autres, on utilise un outil qui s'appelle Illico, qui a été créé par le laboratoire Urgo. C'est une application qui est gratuite pour les professionnels de santé, qui permet à la fois de partager au sein d'une équipe le suivi de plaie et qui permet aussi d'extraire en PDF le bilan de plaie qui va pouvoir être transféré au médecin traitant, au médecin prescripteur, ou encore qui va servir de support pour aller solliciter un avis sur OmniDoc. Donc voilà, ça c'est un petit peu ça reprend donc le parcours tel qu'on l'a décrit à la CPTS. Donc le patient a une plaie, il a une équipe de professionnels de santé libéraux, donc tout ça en lien avec le médecin. Donc il y a une relation qui se fait avec l'infirmière parcours de la CPTS qui va donc orienter l'équipe du patient vers les bons professionnels, donc les angios, les dermatos, le centre expert plaie ou le Pratel. Donc voilà. Et donc je vous ai parlé d'OmniDoc tout à l'heure, qui est un outil où on peut avoir un avis dans les 48 heures. Donc on a valorisé aussi les infirmiers référents qui ne seront pas effecteurs, on est bien d'accord. Là, ils viennent en appui à l'équipe du patient. Hop. Et donc, ce projet n'a pas vocation à exister pendant très longtemps. L'objectif, c'est vraiment de faire monter en compétence les professionnels du territoire, en tout cas au niveau des infirmières, pour leur apporter les outils d'évaluation nécessaires d'une plaie, les interlocuteurs adéquats. Et cette montée en compétence fera qu'après, nous, on sera juste là pour actualiser les professionnels qui prennent en charge la plaie sur le territoire. Alors, je vais... Voilà, donc j'ai terminé mon topo. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, on va se tourner vers la salle maintenant, sans plus attendre, pour recueillir quelques questions ou réactions en lien avec ces deux éléments de présentation sur la pertinence des parcours. Il y avait une deuxième question. Ah bah, on va pouvoir reprendre tout de suite le fil. La deuxième question, c'était pratique, c'est-à-dire par demi-journée, si j'ai bien compris, sur les 2 ETP, vous vous répartissez sur les différents centres par demi-journée
Et au cours de ces demi-journées, en gros, combien de patients vous pouvez être amené à avoir en moyenne, hein, j'imagine qu'il y a des écarts. On envoie trois patients par demi-journée, puisque voilà, souvent ce sont des personnes qu'on voit pour la première fois, donc il faut le temps, voilà, de prendre le temps d'échanger, et puis et voilà, et on a notre temps de transmission après aussi. Mais c'est 3 patients, 3 créneaux. Donc, oui. Ludovic? Merci. Bonjour. Au début de votre présentation, c'est pour la première table ronde, vous avez bien fait la distinction entre psychiatrie et santé mentale, distinction à laquelle je suis très, très sensible. Et je voulais savoir si justement dans le fait de mailler le territoire comme vous le faites, de par toutes les rencontres et les réunions pluriprofessionnelles que vous faites, ou interdisciplinaires, je ne sais pas comment le dire, est-ce que vous pouvez au moins avoir l'objectif de mesurer ou d'apprécier si cette notion, cette distinction progresse dans les esprits? Que je me présente? Ah bon, excusez-moi. Donc, je suis Mireille Massot et je suis de l'UNAFAM. Donc voilà, représentant des usagers au CHU aussi et à France Asso Santé. Pour répondre à votre question, je pense que les choses avancent. En tout cas, on sent que les personnes, que ce soit les professionnels ou même les usagers, il y a moins de freins, mais sur le CMP aussi, on le remarque, les gens viennent plus facilement, en tout cas, vers le soin en psychiatrie. Il y a évidemment des réticences encore, mais j'ai l'impression quand même que voilà, les gens viennent de plus en plus facilement. Après, la notion santé mentale, psychiatrie, nous, on est obligé de faire aussi un peu la part des choses parce qu'on ne peut, voilà, on est bien obligé de prendre en charge les troubles psychiatriques. On oriente aussi beaucoup vers les psychologues pour tout ce qui est des symptômes plus légers, je vais dire. Voilà, donc en tout cas, voilà ce que je peux dire. J'ai l'impression en tout cas que les choses évoluent. Bon, moi, je trouve qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire pour la différence entre santé mentale et psychiatrie. Et du coup, c'est quelque chose qu'on répète beaucoup en staff pluriprofessionnel ou dans les échanges, ou maintenant, comme on a un peu plus d'outils informatiques, on fait aussi beaucoup plus de courriers, nous, les psychiatres aux médecins généralistes, et on essaye à chaque fois de repréciser et de faire cette différence. Alors, remettant en main un petit peu plus ce qui est de leur faisabilité médicale avec la santé mentale, et on garde plus ce qui est de la psychiatrie. C'est pour ça qu'on tenait à ce que ça s'appelle le DASM, dispositif ambulatoire en santé mentale, et ne pas justement employer le terme psychiatrie, parce que là, on était vraiment ouvert sur l'extérieur, vraiment dans la politique justement qui a été menée et qu'on mène toujours, c'est-à-dire ville-hôpital. C'est pour ça que c'était important pour nous qu'on précise bien en santé mentale et de bien différencier. Donc, vous me permettez le tête-à-peau. Simplement une question, vous utilisez la plateforme OmniDoc, qui est une plateforme extrêmement intéressante pour les concertations pluriprofessionnelles, et aujourd'hui peut même prendre des dimensions nationales sur cet usage. Comment vous structurez la vie pluriprofessionnelle sur la plateforme OmniDoc? Est-ce que vous souhaitez qu'on renouvelle la question, Madame Bertrand? Ah non, je voulais être sûre qu'elle m'était bien adressée. Donc en fait, pour le structurer, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, les infirmières ont dans leur nomenclature le bilan de soins, le bilan de plaie complexe. Et ce bilan de plaie, il est vraiment très bien matérialisé dans l'application Illico. Et donc, on se sert de cette application Illico pour vraiment structurer la demande et avoir toutes les infos nécessaires pour pouvoir solliciter un avis OmniDoc. Après, une infirmière qui n'utilise pas Illico, mais qui reprend la trame de ce qui est demandé dans le bilan initial de plaie,
peut le faire de la même manière. Mais l'idée, c'est vraiment de favoriser un langage commun avec un outil commun et qui est facilité. Aujourd'hui, Illico permet vraiment de remplir toutes ces données accompagnées de photos, accompagnées de documents supplémentaires qui peuvent être le traitement que le patient prend. Vraiment, c'est vraiment très structuré au même endroit et ça nous permet effectivement de générer un PDF qu'on va joindre à notre demande OmniDoc. Oui, bonjour. Vous avez présenté les différents partenaires du projet, le clinique des Augustines et autres. Quels sont vos liens avec l'HAD des Pays de Vannes qui prend aussi en charge des patients avec des passements complexes? On n'a pas de lien parce que puisqu'ils prennent en charge, on va dire que c'est eux qui gèrent. Nous, c'est vraiment le patient hors HAD qui va nécessiter une prise en charge avec des professionnels qui peuvent être démunis sur le parcours pour avoir des rendez-vous rapides sur un Doppler ou sur une prise en charge rapide. Donc, voilà. Là, pour l'instant, on n'a pas cette nécessité de s'articuler avec l'HAD à ce niveau-là. Oui, bonjour à toutes et tous. Didier Gilbert, je suis le président du Conseil territorial de santé de Haute-Bretagne. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un conseil territorial de santé, je vous inviterai à aller sur le site de l'ARS, regardez. Nous sommes, comme l'IRAPS, une structure institutionnelle de démocratie en santé très très large. Bravo à ces deux témoignages vraiment qui sont édifiants et puis qui nous acculturent, qui nous donnent beaucoup d'informations sur la vraie vie locale pour améliorer la santé de nos concitoyens. Mais mon intervention, je vais appeler en fin de compte l'esprit de Stéphane Hessel, qui est le père, un des pères de la Déclaration des droits de l'homme au niveau de l'ONU en 1948, et qui, avant de mourir, a écrit un petit opus qui s'appelle « Indignez-vous ». Et donc, vous allez comprendre pourquoi j'appelle son esprit. Parce qu'effectivement, quand on voit tout ce que vous faites qui est formidable, et qu'on entend que certains praticiens vont dire « je ne suis pas payé, je ne veux pas travailler avec vous ». Quand j'entends que vous êtes sur un FIOP, donc le Fonds d'intervention régional, qui, on le sait tous, je suppose, oui, mais qui une déclinaison, et quand on sait que ce genre de financement dure 3 ans, vous l'avez dit, donne sur toute la Bretagne, pas toute la France, mais toute la Bretagne, tous les départements, etc., des financements pour des initiatives vraiment remarquables. Hein, on les a toutes les deux, vos initiatives. Et puis qu'au bout de 3 ans, c'est ce que j'observe hein, en tant que président de CTS, on vous dit, il n'y a plus de sous, débrouillez-vous. Je vois que c'était d'ailleurs la fin de votre dernière slide, nous avons les perspectives de maintenir le financement. C'est atterrant ça, parce qu'effectivement, comment faire? Parce que je représente donc au CTS les maires de France, et quand je discute avec mes amis maires, je leur dis, il va falloir que vous vous occupiez aussi un peu de la santé. Ils me disent, c'est pas ma compétence, j'ai pas d'argent pour ça, c'est l'État, c'est l'ARS. Quand on voit un FIR, au bout de les médecins, les médecins, vous nous l'avez dit, hein, ne vous prennent pas tous en disant c'est pas nous, c'est l'ARS. Donc c'est chaque fois, c'est l'État qui est appelé. Quand on va chercher des médecins, ils disent non, en général, non, c'est l'ARS, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Mais bon sang de bois, est-ce qu'on va réussir à trouver des financements pérennes à un moment donné et se mettre tous autour d'une table pour savoir qui pourra contribuer petit à petit, côte à côte, pour que ce genre d'initiative, parce qu'on nous dit c'est la santé mentale, la grande cause nationale. Vous êtes en plein dedans. Vous êtes en train de faire en sorte que le citoyen lambda dans son bled, quelque part ou dans sa grande ville, qui ne sait pas où aller, vous allez le prendre en charge. Et à un moment donné, on va vous dire, ça n'existe plus, il n'y a pas d'argent. Je suis indigné, je suis atterré, mais par contre, je suis admiratif de ce que vous faites.
Réagir, c'est pas moi qui va vous dire, enfin, c'est pas nous qui allons vous dire que vous avez tort, hein. On est d'accord. Après, malheureusement, bon, voilà, bon, on sait il y a 3 ans, bon, on attend, bon, ce sera 2026 là, on saura. Maintenant, j'espère que, bon, en tout cas, nous, on estime, en tout cas, faire le nécessaire pour que ça perdure. On est bien conscient que ça va être en fonction de l'activité, hein, on en est tout à fait conscient. Je pense que, bon, moi, d'un autre côté, honnêtement, on pense vraiment que notre établissement va nous suivre parce qu'ils ont quand même des retours et que je sais que notre établissement, en tout cas, défendra aussi ce projet parce qu'ils ont des retours quand même très positifs des partenaires, des retours vraiment très positifs aussi. Vous évoquiez les mairies. Et moi, sur mon territoire, Rainbon et Port-Louis, et Rainbon est une mairie qui nous soutient beaucoup. Donc, et qui est à cœur de vraiment soutenir toutes les démarches de ce type, en tout cas. On reste optimiste, ça nous fait avancer. Et puis le dernier FIOP qu'on avait eu, c'était une équipe mobile de réhabilitation psychosociale et c'est devenu pérenne. Donc on espère que ça sera la même chose pour ce dispositif. Merci pour ces réactions, ces interventions. Avant de faire la transition, je voulais juste effectivement, pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, et très modestement pour le compte de l'agence, souligner qu'effectivement, il y a beaucoup de dispositifs qui peuvent démarrer sur des crédits d'amorçage, d'intervention, le FIR, le FIOP, etc. Et par contre, il y a une démarche continue et systématique d'évaluer et de déterminer les dispositifs qui peuvent avoir un caractère probant pour ensuite, d'une façon ou d'une autre, essayer de les rendre pérennes. Et dans le champ de la santé mentale, on peut évidemment évoquer les perspectives qui sont offertes, parce qu'il y a déjà des dispositifs qui ont fait l'objet d'une forme de financement, de pérennisation dans les contributions qui sont allouées, quelle que soit la nature du financement. Et on a une structuration qui se met en place, avec, vous connaissez bien naturellement les contrats locaux de santé et leurs pendants, les CLSM, contrats locaux santé en santé mentale, conseils locaux en santé mentale, qui permettent de contractualiser avec les acteurs territoriaux et notamment de mobiliser les compétences des collectivités territoriales dans le prolongement de cette dynamique avec les élus. Donc c'est aussi des vecteurs qui sont assez utiles et qu'on essaye de mobiliser autant que faire se peut. Mais je ne vais pas être plus disant. Merci à toutes et à tous, ici dans la salle et à distance, Madame Bertrand, pour votre intervention.